Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de transition, nous allons parler d'entrepreneuriat, comment on passe d'un grand groupe à une start-up, quels sont les défis auxquels on doit faire face, quelles sont les forces sur lesquelles on peut s'appuyer pour réussir par rapport à des start-up qui sont montées par des étudiants en école, encore en école. Voilà, on a l'immense plaisir de recevoir pour la deuxième fois dans les masterclass d'excellence commerciale Jean-Pierre Lanzetti. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Roland, très heureux de participer à nouveau. Alors vous êtes toujours aussi extraordinaire. Vous étiez la semaine dernière également très nombreux pour cette merveilleuse masterclass avec Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, qui nous a parlé d'entreprendre pour le bien commun. Alors, si vous voulez retrouver toute l'histoire de la formidable aventure de Blablacar en résumé, si vous voulez savoir ce que veut dire l'acronyme DREAM dans la construction de la confiance, si vous voulez savoir comment Frédéric a réussi à passer de 30% de taux d'annulation des trajets dans Blablacar à 2% en quelques semaines, voilà, retrouvez cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une application mobile, on est éditeur logiciel français basé à Paris. Et Incentive, c'est la plateforme des managers pour coacher leurs équipes. Incentive est présent dans une vingtaine de pays et travaille dans des comptes aussi, dans des industries aussi différentes que la banque, l'assurance, les télécoms ou l'industrie. Voilà, la page de publicité est terminée et on a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre. Est-ce que Jules, tu peux nous dresser le portrait de notre invité du jour? Oui, Jean-Pierre Lanzetti, vous avez travaillé pour les grands groupes de restauration et de distribution à des postes de direction générale. Vous avez toujours marqué vos équipes par votre leadership. Vous êtes diplômé de Sciences Po Grenoble et d'un MBA en finance et d'administration des affaires à Neoma. Quand vous avez débuté votre carrière en 1990 chez Adecco, vous êtes auditeur interne, mais vous gravissez les échelons à une vitesse fulgurante jusqu'à devenir directeur général à seulement 29 ans. Puis, vous poursuivez votre parcours chez Darty, où vous prenez la direction générale Île-de-France. Vous vous êtes ensuite propulsé comme CEO de Casino Proximité, où vous développez un réseau de 7800 points de vente. Vous rejoignez par la suite Elior France en tant que CEO, couronnant une carrière brillante. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur avec le lancement de votre première startup Capana en 2012, votre cabinet de conseil en 2017, et puis en 2022, vous avez fondé WeChoose, une application gratuite pour les consommateurs et les commerces de proximité qui cherchent à animer euh, tout ce commerce. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, Merci Jules. quel parcours, Jean-Pierre, extraordinaire, extraordinaire. Et tu es vraiment l'exemple, l'archétype de voilà d'un dirigeant qui a tout, qui a réussi partout où il est passé, qui a dirigé des équipes très importantes et qui à un moment fait le choix de l'entrepreneuriat. Et on est ravi de t'avoir aujourd'hui pour illustrer ce thème, entreprendre. Alors on a hésité entre le titre entre senior entrepreneur avec cette petite allusion à serial entrepreneur. Et puis, finalement, on a retenu le titre passer d'un grand groupe à une start-up parce que finalement, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos interlocuteurs, nos auditeurs qui se posent la question est-ce que je devrais entreprendre avec toutes ces révolutions qu'on est en train de vivre autour du Web 3, autour de l'intelligence artificielle. Ça donne beaucoup d'opportunités dans beaucoup de secteurs, ça tente beaucoup de monde. Et donc, bah, on est ravi de t'avoir pour que tu nous parles bah, des enjeux, des difficultés, et puis aussi de toute la force que donne cette expérience d'un grand groupe pour lancer son propre projet. Avant de commencer, peut-être que Jean-Pierre, tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais chez WeChoose et quels sont les grands enjeux auxquels tu fais face aujourd'hui. Avec plaisir. Alors WeChoose, comme l'a précisé Jules, c'est une application mobile gratuite pour les consommateurs avec un business model payant pour les commerces de proximité. Le pain est assez simple, hein. Je me suis aperçu que des grands groupes
ont les outils digitaux nécessaires pour animer leur communauté de consommateurs, mais c'est pas le cas pour les petits commerçants de proximité qui, par nature, par budget et par temps, ne peuvent pas se consacrer à la création de telle app. Voilà. Donc c'est tout simplement mettre à la disposition du plus grand nombre des commerces un outil digne de grands groupes sur le digital pour animer ses bons plans, ses actualités et construire une relation gagnant-gagnant avec ses clients. Alors le monde du digital, tu connais bien. Le monde de la distribution, tu connais également par cœur. À quel moment dans ta carrière tu as commencé à être chatouillé par l'envie d'entreprendre? Oui. Alors, d'abord, j'ai fait un constat. J'avais coché toutes les cases que je voulais cocher. Je m'étais dit, bon, c'est bien. Et je commençais à un peu moins m'amuser. Et quand on commence à un peu moins s'amuser, eh bien, on commence à être un peu moins performant. Donc ça, c'était quand même le background de ma décision. Ensuite, j'ai chez Casino Proximité côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de franchisés. Et c'est vrai que la graine a commencé à germer de façon importante. Mais vraiment, mon moteur, j'avais coché les cases que je voulais cocher. Et celle d'entreprendre, je l'avais pas encore vraiment coché et il fallait que j'y aille. Voilà. Il fallait que je retrouve aussi de l'amusement, de l'envie, et puis de se challenger aussi soi-même. Et puis tu voyais tous ces entrepreneurs indépendants qui étaient franchisés de Casino, c'est ça? Et c'est aussi cette proximité avec les entrepreneurs qui t'a transmis le virus finalement? Oui, ça a participé, c'est vrai. J'ai vu des gens très heureux, qui réussissaient, qui cochaient leurs cases eux aussi. Et celle-là me manquait, donc go pour entreprendre. Et je suis ravi. Je peux pas dire que j'aurais dû le faire plus tôt. C'est arrivé au bon moment, quand il fallait. C'était ni trop tôt ni trop tard. C'est vrai que j'ai quand même basculé du côté senior, ça c'est sûr. Mais c'est pas l'âge qui pose problème, hein. Au contraire, au contraire. Je pense qu'on va en reparler. Alors tu as quel âge quand tu décides d'entreprendre pour la première fois? 46. D'accord. Donc tu as une expérience très riche. Alors tu plonges, et là, quelle est la température de l'eau quand tu plonges? Très froide, très froide. Il y a quand même un choc. Je suis passé du jet au scooter. Ça change un peu la vie. Je suis passé de multiples assistantes ou assistants, peu importe, à zéro tout seul. Le choc est un peu est réel. Il faut pas le sous-estimer. Le choc est réel. Je pense que le plus important, c'est de bien avoir fait son analyse et de bien avoir posé ses bornes, de bien avoir fait son marchandage personnel, qu'est-ce que je gagne à perdre, de bien être clair sur lâcher l'ego, ça c'est un point essentiel. Mais quand on est clair sur tout ça, la température de l'eau se réchauffe très vite, hein. On retrouve beaucoup de plaisir à faire déjà. On ne fait plus faire, mais on fait soi-même. Je me suis rendu compte aussi, si d'aventure je devais revenir dans des grands groupes, ce qui n'arrivera pas, mais c'est qu'avec des outils digitaux, on remplace très très facilement ces assistantes. La gestion d'agenda, en fait, se fait très très bien quand on creuse un peu. Je pense qu'il y a des vraies sources d'économie dans les grands groupes avec l'utilisation d'outils digitaux qui rendent énormément de services. Voilà, l'eau se réchauffe très vite quand on est clair sur ce qu'on a perdu, ce qu'on gagne et surtout qu'on a lâché l'ego.
Alors, je voudrais revenir sur cette expression lâcher l'ego. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement lâcher l'ego? On a l'impression que les entrepreneurs, au contraire, ils sont plutôt, et on voit certains entrepreneurs particulièrement emblématiques, on peut penser à Elon Musk ou à Steve Jobs, qui ont des égos surdimensionnés. Pourquoi tu dis, pour entreprendre, il faut lâcher l'ego? Il faut lâcher l'ego parce qu'on se retrouve seul, on n'est plus entouré, on porte plus d'équipe, et les équipes ne nous portent plus parce que l'équipe porte beaucoup son patron. Et quand on entreprend, je parle là vraiment de la phase où j'entreprends. Je passe pas en 15 jours, un an, de rien à Elon Musk ou même Blablacar. Donc il y a cette phase-là où il faut avoir des convictions, beaucoup de détermination, être clair avec soi-même, porter son projet. C'est très enthousiasmant, mais on n'est plus porté par ses équipes. C'est ça lâcher l'ego pour moi. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir été si bien entouré pendant autant de temps, avec un réseau qui est juste extraordinaire, incroyable, avec toute ta carrière, notamment dans les sujets qui concernent WeChoose, qui sont au cœur des nouveaux enjeux de distribution, d'animation de communauté avec la fin de la publicité papier pour le retail, il y a des grosses opportunités. Le fait d'avoir ce réseau existant d'amis, de connaissances, est-ce que finalement ça remplace pas une partie des collaborateurs qui venaient te voir tous les jours? Alors, ça aide beaucoup. On gagne un temps précieux. On va plus vite à l'essentiel. On est très aidé parce que les gens aiment bien ceux qui entreprennent. Je pense que tout le monde a un peu envie d'entreprendre. Faut être juste clair sur les conséquences et aussi les objectifs de chacun. Donc oui, le réseau est fondamental. J'ai gagné un temps fou là notamment sur la proximité, l'aspect digital aussi. Euh, et en même temps, et en même temps, ce qui est fondamental, c'est vraiment d'être clair par rapport à soi-même. Vraiment, on passe du temps à faire. On fait tout en fait. On fait tout. Ce qui est génial, hein. Mais il faut vraiment avoir bien compris qu'on va faire et non plus faire faire. Alors, j'ai un certain nombre de personnes qui viennent me voir, qui veulent entreprendre ou qui ont entrepris. J'accompagne des startups dans le cadre du réseau Entreprendre, une formidable association que je salue au passage. Et un des sujets, c'est j'ai mon idée, j'ai mon projet, j'ai les bonnes compétences, j'arrive et je dois recruter mes premiers collaborateurs qui sont souvent des collaborateurs techniques. Voilà. Comment tu t'y es pris? Comment tu as franchi cette étape assez clé de commencer à s'entourer pour pas être tout seul? Ouais. Alors, je l'ai pas encore fait chez WeChoose. Je l'ai fait chez Capana, je l'ai fait dans ma société de conseil. Euh, Moi, j'avais une méthode assez simple. Si je déterminais vraiment quel est mon besoin, qu'il soit technique, commercial, j'ai vraiment un besoin. Ensuite, je vais chercher la compétence pour répondre aux besoins. Et je n'oublie pas la personnalité. Parce que plus que dans des grands groupes, lorsqu'on construit une équipe dans une start-up, la personnalité est fondamentale. Il ne s'agit pas de recruter des Mbappé. Il faut recruter des gens qui sont bons, qui ont envie d'apprendre, qui ont une tête bien faite plutôt que bien pleine, et qui vont pas monopoliser l'équipe, monopoliser le dirigeant, mais qui vont avancer et grandir avec la start-up. Voilà, ça c'est un point, du reste, ça sera le cas très vite chez WeChoose, qui est fondamental, c'est d'avoir ce petit supplément d'âme qui apporte à la start-up comme la start-up apporte aux collaborateurs. Ouais, finalement, tu as besoin d'être nourri aussi par ces nouveaux collaborateurs. Il y a une deuxième décision que souvent les entrepreneurs ont à prendre, et j'aimerais avoir ta perspective quand tu viens d'un grand groupe. Il y a, est-ce que j'intègre dans la structure ou est-ce que je profite, je m'appuie sur mon réseau qui est important pour finalement agréger des compétences en mode freelance ou en mode aide temporaire sans avoir forcément à rajouter des gens sur le payroll? Mon ennemi, c'est les coûts fixes.
Donc plus on variabilise, et mieux c'est. Je suis un obsédé des coûts fixes. Moins j'en ai, mieux je me porte. Mais ça doit être un peu la définition de l'entrepreneur quand même. Ça permet d'être un peu plus serein tout de même. Donc oui, effectivement, tu as raison. Quand on n'a pas commencé les premières facturations, je pense, en tout cas c'est une règle que je me suis toujours donnée, c'est de ne pas intégrer de coûts fixes, donc les variabiliser le plus possible à travers du freelance, à travers du conseil, à travers du one shot, et puis tout ce qui est pas payant est le bienvenu aussi. Mais le coût fixe c'est l'ennemi, hein. Le coût fixe c'est l'ennemi. Tu as raison. Alors, tu as entrepris à plusieurs reprises. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est dans un grand groupe qui envisage d'entreprendre dans 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe, il y a beaucoup de gens qui sont chatouillés par le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans un groupe pour préparer en amont ce passage à l'acte et capitaliser, finalement, pouvoir capitaliser sur toute l'expérience, les ressources qu'on a au sein d'un grand groupe. Comment préparer au mieux son passage? J'ai pas de recette. Je peux parler de ce que moi j'ai vécu, très modestement. Je crois que je l'ai pas préparé. Je me suis préparé mentalement. J'ai bien fait mon marchandage personnel. J'ai bien été clair par rapport à moi-même. Mais quand après on trouve l'idée, qu'on arrive à la conceptualiser, tout ça est très solitaire, ou avec un associé, ça c'est encore mieux. Après on bascule et comme tu me le disais tout à l'heure, on se jette dans l'eau froide. Mais je pense que la meilleure des préparations, c'est celle qu'on fait soi-même, pour être bien clair de ce qu'on va perdre et tout ce qu'on va gagner aussi, bien sûr. Mais il faut bien avoir fait ce cheminement intellectuel. Je pense que c'est ça, en tout cas pour moi, ça a été la préparation essentielle. Et alors, dans cette préparation, donc tu avais une idée de ce que c'était que l'entrepreneuriat, vu d'un patron de grosses structures. Dans ce marchandage que tu décris, qui est très intéressant comme idée avec toi-même, pour dire qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, quelles ont été les surprises? Voilà. Est-ce que finalement la réalité, ça a correspondu à ce que tu avais imaginé? Est-ce que finalement les décisions que tu as prises à un moment, les éléments qui t'ont permis de prendre cette décision, ils ont été confirmés une fois que tu as basculé de l'autre côté? Alors, tout pour moi, de façon très claire, tout ce que j'avais imaginé dans mon cheminement personnel, c'est effectivement passé. Donc, ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné, etc. Par contre, alors ça, c'est que rien ne se passe concrètement quand vous créez votre startup comme vous l'aviez prévu. Alors ça, s'il y a bien une chose qui reste vraie dans les grands groupes et dans les startups, c'est que les budgets, c'est jamais respecté. Les plans, les business plans stratégiques, c'est jamais respecté non plus. On pivote en permanence. Il faut être agile, faut être modeste, faut être hyper réactif, bien collé à son marché et à ses clients. Mais tout ce qu'on a prévu ne se réalise jamais, hein. Chez WeShoes, on a pivoté déjà avec mon associé 4 fois. Et c'est peut-être pas fini. Et c'est peut-être pas fini. J'aimerais qu'on engage discussion sur un point un peu plus personnel, un point de vue un peu plus personnel. J'aimerais que tu nous parles des plus grands moments de bonheur que tu as eu en tant que dirigeant de grands groupes. Et puis après, on parlera de tes moments de bonheur en tant qu'entrepreneur. En tant que dirigeant, donc tu as vu des organisations avec des cultures très différentes, avec des dynamiques très différentes. C'était quoi tes plus grands moments de bonheur en tant que dirigeant? J'en avais deux principaux. J'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires, des patrons pas toujours faciles, hein. Jean-Charles Naouri n'est pas réputé facile, mais c'est un grand patron. J'ai beaucoup appris.
J'ai beaucoup appris chez Darty aussi. J'ai vraiment eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui m'ont tiré vers le haut, qui ont toujours eu ce couple exigence-bienveillance, et ça faisait partie de mes grands bonheurs. Et puis alors le deuxième grand bonheur qui était extraordinaire, qui était un moteur fabuleux, c'est construire une équipe, la voir fonctionner et voir grandir des gens. Aujourd'hui, j'ai énormément de gens qui restent en contact avec moi et s'ils m'écoutent, je les salue, ils se reconnaîtront, qui me disent mais sans le petit coup de pouce, vous avez cru en moi, vous m'avez positionné à un moment donné, vous avez été exigeant avec moi et j'ai pu passer cette étape, etc. Ça, c'est des moments inoubliables, inoubliables. Et alors, en tant qu'entrepreneur, le plus beau moment, c'est quand vous facturez votre premier client. On a commencé la commercialisation de WeShoes en septembre. On en est une vingtaine de clients facturés. Et le premier client que vous facturez, vous vous dites, bon, ouais, finalement, ça peut marcher et j'ai pas complètement déconné. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce que j'avais imaginé de faire. Ça, c'est un grand moment. Ça se concrétise finalement. Et tout cet effort, cette démarche qui prend cher quoi, dans cette facture. Ouais, et vraiment le premier, c'est un moment assez. C'est le bébé qui crie, hein. Ça y est, il est né, quoi. Il est né. Ça, c'était un grand moment de bonheur. Il est né avec une première facture. Quand tu plonges donc dans cette eau froide, t'es pas tellement habitué à nager dans l'eau froide, tu es plutôt habitué à nager dans des eaux chaudes où il y a plein de requins, où il y a les océans rouges, hein, comme dit un fameux prof de l'INSEAD dans Blue Ocean Strategy, un bouquin qui a fait la une de tous les cabinets de conseil en stratégie pendant quelques années. Tu plonges dans l'eau froide. C'est quoi les nouveaux comportements, les nouvelles compétences que tu as dû développer comme ça, on the fly, directement en t'adaptant, auxquelles tu n'étais pas forcément préparé ou que tu avais déjà un peu acquis, mais pas forcément complètement. C'est quoi les nouvelles compétences qu'on doit développer quand on arrive dans un grand groupe? Beaucoup d'écoute, beaucoup de modestie, beaucoup de curiosité. Je pense que la clé de l'entrepreneuriat, c'est la curiosité, en tout cas pour moi. Savoir pivoter vite, être réactif, agile, ce que je développais tout à l'heure. Il faut, on teste, ça marche, fine, ça marche pas, on change. C'est être excessivement rapide sur ses décisions. Alors, c'est plus simple que dans un grand groupe, hein. On n'a pas besoin de faire 15 réunions pour prendre une décision. On la prend tout seul avec soi-même ou avec son associé. Donc, ça va très vite. C'est vraiment, je crois qu'aucune certitude. La seule chose qui est certaine, c'est ce qui marche. Donc, c'est vraiment la culture du je teste, test and learn. Test and learn, c'est vraiment une des clés. En tout cas, c'est moi ce que j'ai constaté dans mes 3 entreprises. Et alors, en termes de management, comment est-ce qu'on manage différemment un Darty, un Elior, un Casino Proximité, dans ton attitude avec ton équipe, hein, tes direct reports? C'est quoi la différence entre manager un COMEX et manager une équipe dans une startup pour toi? Je pense que c'est beaucoup plus simple dans une startup. En tout cas, moi, tel que je l'ai vécu, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins d'ego? Il y a moins d'ego. Il y a moins de jeux, JE. Les choses sont plus claires. Et en même temps, il y a une base qui est toujours la même. C'est je suis là pour délivrer quelque chose. Donc, les équipes doivent délivrer.
mais en même temps qu'elles délivrent, elles doivent apporter à la structure. Donc ça, c'est, je pense, assez commun dans les COMEX et aujourd'hui, c'est je délivre et en même temps j'apporte un petit supplément. Je ne peux pas faire que délivrer ce qu'on me demande. J'apporte un petit supplément à la structure. Ce qui est beaucoup plus simple, c'est il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu parce que la prise est trop directe. On peut pas c'est pas possible. Et donc, comment tu as ajusté ton mode de leadership? Par l'écoute. Par l'écoute. Faisons simple. Explique-moi ce que je comprends pas. Puisque je t'ai recruté et t'es meilleur que moi sur ton domaine, explique-moi ce que je comprends pas. Dans mes anciennes vies professionnelles, j'avais à cœur de donner du sens, donner de la perspective, donner de la vision pour transcender, pour que tout le monde puisse un peu se transcender. Dans une start-up, vous avez une vision de ce que vous souhaitez faire, mais la vision est très court-termiste. C'est là, ce qu'on teste, ça marche, oui, non, ça marche pas, pourquoi? Explique-moi ce que je ne comprends pas. Ça, c'est une de mes phrases fétiches. Explique-moi ce que je ne comprends pas. C'est moins facile à faire dans un COMEX. Parce qu'encore une fois, il y a le jeu. On peut pas dire je comprends pas quand on est CEO de Darty? Si, on peut, mais pas avec n'importe qui. Finalement, le leader d'un grand groupe, c'est un émetteur, c'est quelqu'un qui va pousser la vision et qui va surcharger l'espace cognitif avec cette vision qui va permettre ou qui va donner envie à chacun de se transcender. Alors que j'ai l'impression que dans ton attitude de leadership chez WeChoose, tu es beaucoup plus dans je me mets au service d'eux, j'essaye de comprendre et j'essaye de susciter de la créativité, de l'agilité au sein de l'organisation. Est-ce que c'est ça la différence? Oui, c'en est une. Il y en a une autre qui est fondamentale, c'est que le charisme est primordial dans les grands groupes. Il faut apporter ce charisme. C'est moins fondamental dans les startups, en tout cas dans leur début, dans leur démarrage. On est plus avec la caisse à outils ouverte sur le bureau que sur la vision et la motivation des grandes équipes de façon plus charismatique. Ça rejoint ce que j'ai constaté dans l'interview avec Frédéric Mazzella la semaine dernière, c'est que Frédéric, c'est quelqu'un qui est brillant, normalien, voilà, qui a une réussite extraordinaire, qui a un impact extraordinaire. Blablacar, ça élimine l'équivalent de la consommation énergétique en CO2, des émissions à CO2 de Paris, hein, donc c'est juste colossal, 1,6 million de tonnes par an. Et c'est quelqu'un qui est hyper humble. Hyper à l'écoute. Donc finalement, le leadership d'innovation, c'est un leadership qui est plus à l'écoute. Peut-être. Je me comparais pas à Frédéric, hein, j'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, c'est un leadership où, à partir du moment où vous faites faire les choses et vous passez dans la startup où vous les faites, forcément, ça modèle sa façon d'interagir avec les autres et ça modèle votre positionnement, ce que vous apportez aux équipes et ce que les équipes vous apportent. Ça change fondamentalement les choses. Mais les deux, j'ai pris du plaisir dans les deux. Hein. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, etc. C'est pas mon propos. Hein. Mais c'est vraiment différent. Alors il y a une autre dimension qui est intéressante, c'est quand on passe d'un grand groupe, quand on dirige un COMEX, finalement, tes équipes, tes direct reports, c'est des gens qui ont 35, 40, 45, 50 ans. Et puis, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, une start-up, c'est des jeunes étudiants qui n'ont pas des besoins de salaire trop importants parce que, comme tu dis, il faut réduire les coûts fixes. Donc, les équipes sont beaucoup plus jeunes. Hein. Donc, il y a aussi un leadership générationnel qui est très différent. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment tu t'y es adapté? Ça a été un choc, ça aussi?
Non, personnellement non. Encore une fois, la seule chose que je sache, c'est que je ne sais rien, donc explique-moi. Avec beaucoup d'humilité. Après, on a vécu des choses, on a engrangé de l'expérience, on va beaucoup plus vite, on comprend assez vite le management global d'un PNL. Hein. Quand on a fait ça toute sa vie, ça va assez vite. Et on peut aussi, ça c'est un point qui est important pour moi, c'est qu'au-delà de l'aspect rémunération, de par son expérience, on peut apporter aussi autre chose et attirer des talents par cet apport. Celui qui postule dans une start-up, il regarde beaucoup le dirigeant. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Et là, c'est vrai que le senior a un atout considérable par rapport à celui qui a 25 ans, mais pas parce qu'il est meilleur, parce qu'il a juste 25 ans de plus, quoi. Et ça, c'est un point, c'est un levier, c'est un vrai levier. Donc le réseau, l'expérience de leadership, l'expérience des luttes de pouvoir, l'expérience aussi à mettre à disposition pour faire grandir plus rapidement, plus efficacement les jeunes équipes qui te rejoignent. Est-ce qu'il y a toute cette aventure là ou ces aventures que tu as menées, puisque finalement tu es maintenant un multi-entrepreneur, dans toutes ces aventures, une leçon qu'on pourrait partager avec nos auditeurs, ceux qui ont envie, qui sont dans des grands groupes et qui ont envie de se lancer, cet équilibre à trouver, cette négociation avec toi-même. Quels sont les messages qu'on peut leur passer aujourd'hui pour conclure cet entretien? Je, je... Question difficile et intéressante. Je crois qu'il faut d'abord être très clair avec soi-même. En tout cas, moi, je veux repartager mon expérience. Je n'ai pas de vérité toute faite. Très modestement, c'est être très clair avec soi-même. Ne pas faire pour faire, avoir envie de faire. Peut-être un des signes où il faut commencer à se dire, tiens, il faut que j'envisage autre chose, entreprendre ou autre, hein, c'est je commence à m'ennuyer. Faut jamais s'ennuyer, en fait. Quand on commence à s'ennuyer, il faut se dire, faut que je fasse autre chose. Après, entreprendre, c'est merveilleux, c'est magique parce que on peut modeler la matière, on peut créer des choses, vraiment, apporter quelque chose. On est dans la création, il y a un acte un peu d'artisanat dans l'entrepreneuriat, où on fait avec ses mains et on modèle la matière. Il faut en avoir envie, je crois. Il faut en avoir envie et être clair sur ce qu'on va perdre. Être clair sur ce qu'on va perdre. Être clair sur ce qu'on va perdre. Lâcher l'ego. Quand on commence à s'amuser, on devient moins performant. Retrouver le plaisir de faire. Un immense merci pour ce partage. Nous, on a eu beaucoup de plaisir Merci à toi. à t'écouter. Alors, tu nous suggères un certain nombre d'ouvrages pour aller plus loin qui t'ont marqué. Peut-être que tu peux nous donner une ou deux phrases d'explication pourquoi tu as sélectionné. Alors, tu as sélectionné Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Je trouve dans ce livre que j'ai lu plusieurs fois et qui est toujours sur ma table de nuit, c'est l'histoire de la vie. C'est un homme sage, pacifiste, qui aime les autres et qui veut transmettre et qui parle de la vie, de tout, de l'amour, de la mort. Je trouve que c'est un livre qui apporte une dimension extraordinaire. Et puis c'est Marguerite Yourcenar, c'est la première femme à être entrée à l'Académie. Donc c'est bien aussi de promouvoir la cause des femmes. Et alors le Cid de Corneille, grand classique, le Cid. 1637. Oui. Le Cid, c'est l'amour de la langue française. C'est l'amour. Lire des Alexandrins me repose. C'est l'amour de la langue française. Je trouve Corneille est c'est une écriture extraordinaire.
Et on a besoin, dans le tumulte de l'entrepreneuriat, des 50 sujets qu'on traite par jour, de trouver ces moments où on peut se recentrer et on se fait ses petits plaisirs, la lecture des merveilleux vers de Corneille. Et puis un troisième ouvrage très différent, Le Monde en 2040, vu par la CIA, aux éditions Équateur Documents. Oui, c'est un. Alors, il faut faire attention à ce qu'on lit. C'est le rapport de la CIA, donc il y a un parti pris, mais en même temps, ils ont des outils extraordinaires d'analyse et de prospective. Et je trouve que c'est un bon outil pour appréhender le monde à venir de façon globale, que ce soit géopolitique, mais aussi organisationnel, les rapports de force, etc. Moi, je lis régulièrement ces rapports de la CIA. Ça m'inspire beaucoup sur le monde à venir. Voilà. Alors, on est loin du CID. Les mémoires d'Adrien, le CID de Corneille, Le Monde en 2040. Finalement, ça reflète bien ton esprit très éclectique, très curieux, toujours à l'affût de moments de repos et puis de moments pour se challenger intellectuellement. Un immense merci, Jean-Pierre, pour ce partage. Quand on commence à s'ennuyer, on devient moins performant. Et ben nous, on s'ennuie pas du tout, et donc on va devenir plus performant grâce à toi. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des grandes tendances du recrutement avec Clémence Bruno, qui est la fondatrice de Aviumet, Simone, l'une des startups de recrutement les plus actives. Et puis, alors une dernière question. Ta citation préférée? C'est une question qu'on pose à tous nos intervenants. Oui, j'en ai plein, mais celle du moment, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. De Sénèque. Voilà, Sénèque. très, très belle invitation à l'entrepreneuriat. Merci à tous. Merci Jean-Pierre. Si tu as encore quelques minutes avec nous, on te retient pour les questions de nos auditeurs. Vous pouvez les poser directement dans l'interface de GoToWebinar. Jules, est-ce qu'on a déjà des questions de nos auditeurs? Oui, on a des questions. Alors, Laure, elle demande justement quelles compétences acquises en grand groupe sont les plus utiles en startup au-delà de ce que vous avez déjà pu parler. Financière. La bonne compréhension d'un PNL, comment ça se construit, comment ça se protège, le haut de bilan, le bas de bilan, comment on gère les coûts financiers. C'est un peu court, Laure, mais après on peut le faire pendant des heures, mais le management financier d'un PNL, ça s'apprend vraiment dans les grands groupes. C'est ça c'est fondamental dans sa startup. Très bien. Ensuite, j'ai une autre question sur comment gérer la transition lorsqu'on est encore salarié justement et qu'on vient à peine de se lancer. Alors, on est salarié et on va se lancer ou C'est la transition justement entre les deux. Comment faire la période charnière? Être très clair avec soi-même. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'avais, je sais ce que je n'aurai plus, je sais ce que je veux découvrir, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux avoir. Préparer aussi les choses, hein, y compris financièrement, mais ça c'est une évidence. Et puis avoir ce déclic, se dire allez, comme disait Roland tout à l'heure, je plonge. C'est une bonne image. Mais se préparer et être très clair avec soi-même. Très bien. Et est-ce que vous auriez des conseils pour Enzo qui qui est étudiant et qui aimerait se lancer justement? Est-ce que c'est la même réponse, d'être très clair avec soi-même? Alors sans doute, je n'ai pas vécu. Je suis pas passé d'étudiant à entrepreneur. C'est sans doute aussi une belle aventure. Je ne sais pas si je le conseillerais à tout le monde. Je crois avant d'aller sur un marché et
d'entreprendre. Je pense que passer quelques années pour apprendre des choses, c'est peut-être pas mal. Mais encore une fois, je ne connais pas. Je sais pas, ça n'a pas été mon parcours. Voilà. Super, j'ai plus de questions. Jean-Pierre, un immense merci. Merci, Un Jules. immense merci. Retrouver le plaisir de faire, retrouver le plaisir de t'entendre. Ça a été un grand bonheur de te retrouver dans les masterclass aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine avec Clémence Bruno pour parler des grandes tendances du recrutement, fondatrice Aviumet Simone. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Très bonne journée à tous. Merci, Roland.